J'ai invité mon fils et sa femme à dîner de Noël le jour où ils m'ont abandonné et ont mangé chez sa mère. J'aurais dû m'en douter. Peut-être. Peut-être. Je ne voulais tout simplement pas y croire. C'était mon premier Noël sans Randall. Il est décédé en mars, à 74 ans. Un cœur en pleine forme, mais des poumons en piteux état. On disait qu'il était parti vite et paisiblement, mais il n'y a rien de paisible à retrouver une maison tranquille après 50 ans de mariage. Rien de paisible à se réveiller dans le silence chaque matin. Alors cette année, j'ai fait un plan. J'ai décidé d'organiser le dîner de Noël, un petit repas tout court. Mon fils, Michael, et sa femme, Whitney. C'est tout. Sans chichi. Je ne voulais juste pas être seul. J'ai passé 2 jours à cuisiner, pas seulement à réchauffer, mais aussi à cuisiner. J'ai préparé la farce au pain de maïs de Randall moi-même, du jambon glacé à la cassonade et aux rondelles d'ananas. De la purée de pommes de terre fouettée à la crème fraîche et au beurre exactement comme Michael les aimait quand il était petit. De la tarte aux noix de pécan, du thé sucré, des petits pains, et un gratin de haricots verts qu'il m'a fallu 2 essais pour réussir. J'ai même fait des cookies, sachant que Whitney fait semblant de ne pas manger de sucreries, mais en mange toujours un en cachette. La maison sentait bon. Je n'avais pas ressenti ça depuis des mois. J'ai aussi acheté un vrai sapin, pas un de ces sapins préilluminés du garage. Un sapin tout frais. Il m'a coûté près de $100, mais je m'en fichais. Randall aurait dit que c'était trop, mais il souriait toujours quand il le voyait scintiller. J'ai accroché toutes les vieilles décorations, notre photo de mariage dans le petit cadre rouge, l'étoile de macaroni de Michael en CE1, le cardinal en verre cassé et recollé en 1992. Et j'ai porté la robe rouge dans laquelle Randall disait toujours que j'étais belle, celle avec les boutons de nacre. Je ne l'avais pas portée depuis des années, mais j'avais besoin de me sentir moi-même. Je me suis coiffé comme il le souhaitait et j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai même sorti la porcelaine qu'on n'utilisait que pour Thanksgiving. Le dîner était à 15h. J'ai mis la table à midi. À 13h, tout était prêt, le jambon reposait, les petits pains recouverts de papier aluminium, le thé refroidissait au réfrigérateur. J'ai allumé les bougies et mis Bing Crosby. La maison semblait tout droit sortie d'un magazine. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti fier, excité, voire nerveuse. À 14h30, j'ai envoyé un texto à Michael, à bientôt. Aucune réponse. À 15h, je me suis assise près de la fenêtre. À 15h15, j'ai commencé à consulter mon téléphone. Peut-être la circulation. Peut-être que Whitney avait du mal à se préparer. À 15h30, le plat commençait à refroidir. J'ai remis les petits pains au four et baissé la musique. Toujours pas d'appel, pas de SMS. À 15h45, la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi. J'ai lissé ma robe et me suis précipité vers la porte, mais ce n'était pas eux. C'était un coursier, un étudiant en coupe-vent tenant une enveloppe en papier craft. Livraison pour Madame Hélène Clark? Oui, dis-je, confus. Il me l'a tendu et est parti sans un mot. Je suis resté là, sur le porche, le vent cinglant les manches de ma robe, les yeux fixés sur l'enveloppe que je tenais. À l'intérieur se trouvait une note écrite de l'écriture soignée et bouclée de Whitney. Hélène, nous sommes vraiment désolés. Nous avons décidé de passer Noël chez ma mère cette année. C'était un changement de dernière minute. Nous espérons que tu comprendras. Bisous, Whitney. Aucune explication. Aucune excuse. Non, on reprogramme. Juste qu'ils avaient tout prévu. Je le savais, le silence, les réponses vagues sur le timing, le fait que Michael n'ait pas appelé de la semaine. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de ne pas venir. Je me tenais dans ma cuisine parfaite, la nourriture encore chaude sur la cuisinière, les bougies vacillant faiblement, la table dressée pour 3 et j'ai réalisé que j'avais attendu quelque chose qui n'arriverait jamais. Je me suis servi un verre de thé et je me suis assis en bout de table. J'ai regardé les 2 assiettes vides et j'ai essayé de manger, mais ma gorge ne me permettait pas d'avaler. Je fixais le jambon que j'avais arrosé, la tourte que j'avais refroidie, la farce que j'avais faite à la main. Plus rien n'avait d'importance maintenant. La maison était de nouveau froide, malgré la chaleur du four. J'ai éteint la musique, soufflé les bougies, emballé les aliments dans des boîtes et les ai glissés au réfrigérateur sauf la tarte. Je l'ai laissé sur le comptoir, intact. Le téléphone n'a pas sonné.
Pas de SMS. Pas de photos. Pas de « Joyeux Noël ». Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert Facebook. La mère de Whitney avait posté une photo de sa table de salle à manger, vin, verre, assiette à moitié vide. Michael était assis à côté de Whitney, lui tenant la main, souriant. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé. J'ai juste regardé l'écran et pensé, ils ne m'ont pas simplement oublié. Ils m'ont laissé de côté volontairement. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose avait changé. Peut-être pas seulement cette année, peut-être pour longtemps, et je ne voulais tout simplement pas le voir. Mais maintenant, si. Et je n'allais plus l'ignorer. Si vous vous êtes déjà senti oublié par ceux que vous aimiez le plus, abonnez-vous. Pas pour moi, faites-le pour chaque personne assise à une table tranquille, se demandant pourquoi l'amour est devenu si silencieux. Et si vous ne ressentez pas le besoin de vous abonner, dites-le nous au moins dans les commentaires, pourquoi ? Je lirai chaque mot. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais assise dans le salon, les guirlandes lumineuses allumées au juste moi et cette maison silencieuse. Le fauteuil où Randall s'asseyait était juste en face de moi. Je me plaignais qu'il s'endormait toujours là après le dîner, ronflant pendant les films Hallmark. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour entendre à nouveau ce bruit. Je repensais au Noël de Michael, petit. Randall installait les guirlandes lumineuses sur la véranda pendant que je préparais des biscuits au sucre dans la cuisine. Michael courait partout en pyjama, plus excité par le papier cadeau que par les jouets. Randall insistait toujours pour lire La veille de Noël au coin du feu, tenant le livre ouvert d'une main et tirant Michael sur ses genoux de l'autre. Cette chaise appartenait à Randall. Mais la veille de Noël, elle leur allait toujours à tous les deux. Nous avions nos traditions, je préparais un copieux petit déjeuner le matin de Noël, saucisses, brioche à la cannelle. Randall mangeait une part de tarte en cachette avant le déjeuner, et je faisais semblant de ne rien remarquer. La journée se terminait toujours assise sur le canapé, fatiguée et heureuse, à regarder les mêmes vieux films de Noël que nous avions vus des centaines de fois. Mais après le mariage de Michael, les choses ont commencé à changer. Le premier Noël de leur mariage, Whitney a dit qu'il le passerait chez ses parents. J'ai compris, les jeunes mariés veulent se créer de nouveaux souvenirs. Je leur ai dit qu'on ferait quelque chose la semaine suivante. Puis l'année suivante, même constat, on retourne chez les parents de Whitney. Je me disais que ce n'était qu'une phase, ils étaient jeunes, occupés, jonglant entre travail et voyage. Je ne voulais pas être une de ces mères qui se concentrent sur tout. Pourtant, chaque année, j'avais l'impression de devenir un plan de secours. Lorsqu'ils venaient me rendre visite, c'était toujours précipité. On ne peut pas rester longtemps. Il faut rentrer avant que la circulation ne soit trop dense. Whitney n'aidait jamais en cuisine, elle restait assise avec son téléphone, à faire défiler les pages ou à répondre aux appels pendant que je cuisinais. Michael essayait de faire semblant d'aider, mais il restait collé à elle, attendant son signal pour partir. L'année dernière, ils sont arrivés avec 2 heures de retard, déjà repus après avoir mangé chez sa mère. Ils ont tapoté leur assiette, complimenté tout le monde juste ce qu'il fallait pour être poli, puis sont partis avant le dessert. Pourtant, j'ai persévéré. Je me suis dit que si je rendais le repas assez agréable, assez chaleureux, assez familier, ils finiraient par changer d'avis, peut-être qu'une fois qu'ils auraient compris ce qui leur manquait, ils se souviendraient de ce que ça faisait avant. Mais cette année, c'était différent. J'étais seul. Randall n'était pas là. Et pour la première fois, ils n'ont même pas pris la peine de venir. Ils n'ont même pas appelé. Je restais assise là, à me demander ce que j'avais fait de mal. Ai-je trop insisté ? Les ai-je trop culpabilisés ? Ai-je trop parlé de Randall et rendu la maison trop lourde ? Ou peut-être n'étais-je pas assez moderne, peut-être ai-je trop parlé du passé. Peut-être que Whitney n'aimait pas que je garde le vieux peignoir de Randall accroché à la patère près de la porte d'entrée ou que j'utilise encore le téléphone fixe. Je ne sais pas. J'ai pris ma tablette et j'ai parcouru Facebook. D'habitude, je ne consulte pas la page de la mère de Whitney, mais ce soir-là, je l'ai fait. Ils étaient là, tout sourire. Une longue table, une nappe blanche, de la vaisselle brillante, des bougies allumées. Whitney en pull vert, un verre de vin rouge à la main. Michael à côté d'elle, riant d'une remarque. Sa mère avait écrit, tellement reconnaissante d'avoir une maison pleine de famille ce Noël, et avait légendé une autre photo, reconnaissante pour une année de plus, entourée d'amour. Ça m'a fait plus mal que prévu, non pas parce qu'ils étaient heureux, mais parce qu'ils n'ont même pas pensé à moi en écrivant ça.
J'ai regardé l'heure, 21h41. Toujours rien de Michael. Pas même un message pour souhaiter un joyeux Noël. Je pensais qu'il m'enverrait peut-être un message quand les choses se calmeraient et il le faisait toujours, même pendant ses études, même lorsqu'il était à l'étranger pour le travail. Mais maintenant, silence. Un pour moi, un pour Randall, un pour Michael. Je ne les avais pas encore retirés. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais peut-être que les voix rétabliraient la normalité. Mais rien ne semblait normal. La maison n'était pas seulement silencieuse, elle était vide, comme si on lui avait enlevé quelque chose. Pas seulement Randall, pas seulement le bruit, mais le lien, le sentiment d'appartenir à la vie de quelqu'un. Je me suis dirigé vers la table et j'ai commencé à débarrasser les assiettes. La nourriture était froide. J'ai tout mis dans des contenants, sans toucher à chaque bouchée. J'ai emballé la tarte et je l'ai mise au réfrigérateur. Je ne voulais pas la retrouver sur le comptoir le lendemain matin. En essuyant la table, j'ai jeté un nouveau coup d'œil à la chaise de Randall. Je me suis souvenu de l'année où Michael lui avait offert une bouteille de bourbon et lui avait dit « Papa mérite quelque chose de spécial pour Noël ». Je me suis souvenu de Randall en larmes. Ce n'était pas un homme émotif, mais ce moment l'avait touché. Et maintenant, quelques années plus tard, son fils ne décrochait même pas le téléphone. Plus tard dans la soirée, j'étais assise au bord du lit, toujours dans ma robe rouge. Mes cheveux se détachaient de leurs épingles et le mascara que j'avais soigneusement appliqué cet après-midi-là avait coulé. J'avais 72 ans et, en l'espace d'une seule fête, je me suis sentie plus vieille que jamais. J'étais allongée dans mon lit, lumières éteintes, la vieille robe de chambre de Randall pliée à côté de moi, et j'ai réalisé quelque chose que je refusais d'admettre, même à moi-même, Michael avait commencé à me lâcher depuis longtemps. Je ne l'avais juste pas remarqué jusqu'à maintenant. Ils ne m'ont pas simplement abandonné, ils ont veillé à ce que je le voie. Si ça ne me blesse pas, je ne sais pas ce qui le fera. Si vous pensez que personne ne mérite d'être traité ainsi, abonnez-vous. Si ce n'est pas votre cas, laissez un commentaire et dites-moi pourquoi quelqu'un devrait regarder sa famille rire sur un écran plutôt que dans son salon. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Je n'avais pas vraiment dormi, j'étais juste resté allongé là, à réfléchir. Les guirlandes lumineuses du sapin brillaient encore dans le salon. Je ne les avais pas éteintes la veille. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je n'ai pas pris la peine de préparer du café tout de suite. J'ai enfilé un pull et je suis sorti dans le froid. Le jardin était encore humide à cause du gel de la nuit. Je me suis enlacé et j'ai emprunté le chemin de pierre qui menait au jardin. Randall disait que marcher dans le jardin dès le matin l'aidait à réfléchir. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, si. Je suis passé devant les plates-bandes surélevées que nous entretenions ensemble, devant le vieux banc qui avait besoin d'être poncé, et je me suis arrêté devant la mangeoire à oiseaux suspendue à l'érable. Je ne savais pas trop pourquoi. Peut-être par habitude. Randall la remplissait tous les samedis avec une précision irréprochable. Et c'est là que je l'ai vue. Il y avait une enveloppe coincée juste derrière la mangeoire, entre le poteau et le toit en bois. Elle était scellée, mais les bords étaient poussiéreux, comme si elle était là depuis longtemps. Je l'ai retirée lentement. L'écriture m'a figé. C'était l'écriture cursive inclinée de Randall, un peu tremblante, mais toujours impeccable. J'ai passé mes doigts sur mon nom, juste Hélène. Pas de nom de famille, pas d'adresse, exactement comme il écrivait sur mes cartes d'anniversaire. Le coin de l'enveloppe portait un timbre daté, 11 mois auparavant, une semaine avant son décès. Je suis resté là une seconde, à la tenir. De retour à l'intérieur, je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai contemplé un moment. Je n'étais pas sûr d'être prêt à le lire, mais je l'ai ouvert quand même. Son écriture occupait une seule page. Pas de salutation, pas de bavardage. Juste, si vous lisez ceci, c'est qu'il s'est passé quelque chose que j'espérais ne pas voir arriver. Allez à mon bureau, dans le tiroir du haut. Il y a autre chose. C'est tout ce qu'il a écrit. Je me suis éloigné de la table et suis allé directement au bureau. Le vieux bureau de Randall était encore tel qu'il l'avait laissé, ses stylos alignés, une calculatrice à côté d'un bloc-notes avec des chiffres griffonnés dans la marge. J'ai ouvert le tiroir du haut. Là, collée au bas du volet intérieur, se trouvait une autre enveloppe, plus épaisse celle-là. Il en avait replié les bords pour bien la fermer, et il y avait un trombone tenant une petite clé en or. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un mot plié et un document imprimé. Mais c'est ce mot que j'ai lu en premier.
Hélène? Si jamais Michael vous exclut, ceci aura du sens. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir à l'endroit où cette clé s'ouvre. Elle est à vous. Elle l'a toujours été. Vous ne le saviez simplement pas. C'était ça. J'étais assise là, la clé dans une main, la lettre dans l'autre, ressentant le poids de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Il avait planifié tout ça. Randall, avec ses manières calmes et sa voix posée, avait laissé quelque chose derrière lui, quelque chose qu'il ne faisait pas confiance à notre fils pour protéger. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé le papier plié qui accompagnait la clé. C'était un acte notarié, apparemment légal, à mon nom. J'ai lu l'adresse 2 fois pour être sûr. C'était à Andersonville, à environ 45 minutes de notre maison d'Asheville. Je n'ai pas reconnu la rue. Randall ne m'avait jamais parlé d'autres propriétés. J'ai sorti mon téléphone et tapé l'adresse sur la carte. Il s'est affiché, un chalet sur une route tranquille près des montagnes. Pas de photos, pas d'annonce, juste une punaise rouge sur l'écran. Je suis resté assis là un long moment à essayer de reconstituer le tout. Pourquoi Randall me cacherait-il un endroit? Pourquoi laisser une clé? Et pourquoi maintenant? Mais le mot résonnait sans cesse dans ma tête, si jamais Michael te rejette? Il l'avait vu venir. Peut-être pas ce Noël-là, peut-être pas le mot de Whitney sur le pas de ma porte, mais quelque chose. Il savait quelque chose sur Michael que je refusais d'admettre, qu'il pouvait devenir froid, qu'il pouvait oublier d'où il venait. Randall avait toujours été plus discret sur ces sujets. C'était moi qui croyais qu'il fallait donner une seconde chance, une troisième aussi. Randall, lui, tenait des registres, manteaux et écrits. J'ai pris la clé et l'ai tournée dans ma main. Ses bords étaient lisses. Le laiton avait l'air ancien, mais fonctionnait encore parfaitement. Quelle que soit la porte qu'elle ouvrait, Randall voulait que je la trouve quand j'aurais besoin de réponses. Et j'en avais besoin maintenant. J'ai regardé la photo sur l'étagère, celle de moi, Randall et Michael lorsqu'il a obtenu son diplôme universitaire. Randall avait la main sur l'épaule de Michael. Je tenais son bras. Nous sourions tous, mais même maintenant, je le voyais bien, les yeux de Randall n'étaient pas rivés sur l'objectif. Ils étaient rivés sur Michael, qui l'observait. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac, quelques vêtements, une lampe de poche et une paire de chaussures de rechange. Je ne savais pas où j'allais, mais quelque chose me disait de ne pas attendre. Ce que Randall avait laissé derrière lui m'attendait. Et maintenant, j'étais prête à le retrouver. En fermant le sac, j'ai aperçu la robe rouge que j'avais portée la veille, toujours accrochée au dossier de la chaise. Elle avait changé d'aspect non pas comme un souvenir de vacances, mais comme un rappel de ce qui me manquait, de celle que j'étais quand je pensais que ma famille serait toujours là. Randall était parti depuis presque 1 an. Mais j'avais l'impression qu'il venait de me parler pour la première fois depuis des mois, et j'étais enfin prête à l'écouter. Je suis parti juste après le lever du soleil. Il faisait froid, mais les routes étaient dégagées. J'avais emporté une thermos de café et un sandwich au beurre de cacahuète, au cas où j'aurais faim. C'est ainsi que Randall préparait toujours ses bagages pour les voyages, même les plus courts, prend plus que nécessaire, disait-il. Le GPS indiquait 46 minutes pour arriver à Andersonville. J'ai longé des collines ondulantes et des arbres en hiver, et dépassé des stations-service où je m'étais arrêté au fil des ans. Mais je n'ai pas reconnu la route en m'approchant. Elle était cachée derrière une petite quincaillerie, au bout d'un chemin de gravier sans enseigne. J'ai dû ralentir et vérifier les numéros à 2 reprises avant de la trouver. Elle était là, une vieille ferme blanche avec des volets bleus et un porche en pierre. Rien d'extraordinaire, pas délabré non plus, juste calme, comme si elle attendait quelqu'un. Je me suis engagé dans l'allée de gravier et me suis garé. Les marches du perron ont craqué à mon arrivée. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti la clé. Elle s'est glissée dans la serrure comme si elle y était. Quand la porte s'est ouverte avec un bruit sec, quelque chose en moi a changé comme un souvenir dont j'ignorais l'existence. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi. L'air était chaud, comme si quelqu'un y était récemment allé. Tout était propre, pas impeccable, mais bien entretenu. Il y avait une petite entrée avec un banc en bois, des bottes soigneusement alignées à côté, et un porte-manteau sur lequel était accrochée une vieille veste de Randall. J'ai fait quelques pas dans le salon, et c'est là que j'ai vu les photos. Sur le manteau de la cheminée, il y avait des photos encadrées, une de moi et Randall à la plage, une autre de notre 35e anniversaire, et une que je n'avais jamais vue auparavant, Randall assis dans un rocking chair sur cette même véranda, une tasse de café à la main.
J'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que tous les meubles correspondaient à nos goûts, pas des ensembles achetés en magasin, mais des pièces que Randall avait restaurées au fil des ans. La lampe avec la petite tache sur l'abat-jour. La courte pointe de notre ancienne chambre d'amis. C'était comme si quelqu'un avait pris des morceaux de notre vie et les avait installés dans cette maison. Il y avait un mot plié sur la table basse. Je m'assis lentement et l'ouvris. Ceci est à toi au cas où ils oublieraient qui tu es. Randall. C'est tout ce qu'il disait. Aucune explication, aucune date. Je posai le mot et observai à nouveau autour de moi. Chaque détail me semblait familier, même si je n'avais jamais mis les pieds dans cette maison auparavant. Les rideaux étaient du même motif que ceux de notre première maison. La bibliothèque présentait le même ordre de titres que Randall conservait à Asheville. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une copie de notre vie, une version qu'il avait créée sans me le dire. Je me suis levé et suis entré dans la cuisine. Le garde-manger était rempli, légumes en conserve, pâtes en boîte, pots de beurre de cacahuètes, sacs de riz. Rien de périmé. Le réfrigérateur était débranché, mais propre. Il y avait même une liste de courses collée à l'intérieur de la porte du placard, écrite de sa main, produits de première nécessité, café, pain, œufs, sucre. La table dans le coin était entourée de 2 chaises et de 7 de table. On aurait dit qu'il avait prévu notre présence. J'ai ouvert les tiroirs. Tout était étiqueté, verre doseur, torchon, pile de rechange, comme s'il savait que quelqu'un les ouvrirait peut-être pour la première fois. J'ai traversé le couloir et jeté un coup d'œil dans les chambres. Dans l'une d'elles, une couette était posée sur le lit, soigneusement pliée, une petite lampe, et aucune poussière ne s'y était incrustée. L'autre était vide, à l'exception de quelques cartons empilés dans un coin, certains marqués « Affaire d'Hélène ». Je ne les ai pas encore ouverts. Je ne savais pas si j'étais prêt. De retour au salon, je m'assis sur le canapé et contemplai la cheminée. Randall avait fait ça pour moi, non seulement au cas où quelque chose arriverait, mais au cas où mes proches oublieraient comment me traiter. Il avait tout vu, la lenteur du changement, la façon dont Michael avait cessé de m'appeler régulièrement, la façon dont Whitney prenait les vacances, la façon dont je n'arrêtais pas de leur trouver des excuses à tous les deux. Il savait. Et au lieu de dire quelque chose qui aurait pu déchirer la famille, il m'avait construit un filet de sécurité, un filet dont j'ignorais l'existence jusqu'à maintenant. J'ai repris la note. Ceci est à vous au cas où ils oublieraient qui vous êtes. La deuxième fois, j'ai été frappé différemment. Il ne parlait pas seulement d'une maison. Il parlait de moi ou de ma valeur, de mon identité, de la personne que j'étais avant de commencer à me rapetisser pour préserver la paix. Avant que je cesse de dire ce que je ressentais vraiment, cette maison, cette petite ferme était sa façon de me rappeler que j'étais encore quelqu'un qui valait la peine d'être là. J'ai préparé du thé dans la cuisine avec la bouilloire sur le feu. J'ai trouvé une boîte de camomille dans le placard, je me suis assise près de la fenêtre avec ma tasse et j'ai simplement regardé le jardin. Il y avait un nichoir au fond, un autre banc près d'un carré d'herbe morte qui aurait pu être un parterre de fleurs au printemps. C'était calme, mais pas désert. Je l'entendais presque dire, ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. Je suis resté là presque toute la matinée, parcourant chaque pièce, me laissant ressentir chaque recoin. Je n'ai pas pleuré. J'aurais cru que je pleurais, mais non. Il y avait quelque chose d'apaisant à savoir qu'il avait anticipé si loin, qu'il avait élaboré un plan, non par peur, mais par amour. Et le plus étrange ? Michael ignorait l'existence de cet endroit, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas me le prendre, ni le vendre, ni le contrôler, ni me dire qu'il avait besoin d'être géré ou me convaincre de réduire mes effectifs. C'était hors de portée. Il était à moi, rien qu'à moi. J'ai de nouveau regardé autour de moi dans le salon, les photos, la chaise, le manteau près de la porte et pour la première fois depuis presque un an, je ne me suis pas senti oublié. Je me suis senti retrouvé. 3 jours après ma visite à la ferme, j'ai reçu un appel. J'ai failli ne pas répondre. D'habitude, je ne décroche pas les numéros que je ne connais pas, mais quelque chose m'a dit d'appuyer sur « Accepter ». Madame Hélène Clark, demanda l'homme, formel mais pas froid. Oui, je parle. Je m'appelle Gérald Banton. J'étais le comptable de votre mari. Je me suis assis. J'espère que je ne vous surprends pas au mauvais moment. Il a dit, j'avais l'intention d'appeler, mais je n'étais pas sûr que ce soit le bon moment. Je lui ai dit que c'était bien. En vérité, je ne savais plus quel était le bon moment. Eh bien, poursuivit-il, Randall a laissé des instructions précises concernant sa confiance. Je ne devais vous contacter qu'en cas de changement,
si quelque chose n'allait pas dans la famille. Il marqua une pause, comme pour tâter le terrain. J'imagine que votre état d'esprit a changé? J'ai regardé l'enveloppe rouge sur la table, celle que Whitney avait envoyée par coursier le jour de Noël. Oui, ai-je dit doucement. Je suppose que oui. Je pense qu'il est temps qu'on se retrouve. Il m'a dit que mon mari souhaitait que je lui communique certaines informations si la situation devait évoluer comme il le craignait. Il n'a pas prononcé le nom de Michael. Il n'était pas obligé. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un modeste bureau du sud d'Asheville, au 2e étage d'un immeuble en briques avec une boulangerie en bas, le genre d'endroit devant lequel on passe une dizaine de fois sans jamais le remarquer. Monsieur Banton était plus âgé que je ne le pensais, la soixantaine avancée, des cheveux gris soignés et un regard bienveillant derrière de simples lunettes. Il me serra la main comme s'il le pensait et me conduisit dans une pièce remplie de classeurs et de vieilles photos de sentiers de montagne et de phares. Une fois assis, il sortit un fin dossier noir. Avant de commencer, dit-il, je tiens simplement à dire que votre mari était un homme très intelligent et prudent. J'ai hoché la tête. Il avait toujours un plan B. Exactement, répondit Banton. Randall gérait la plupart de ses finances de manière transparente. Mais il y a 5 ans, il a discrètement transféré une partie de son épargne retraite dans une fiducie distincte, à votre nom uniquement, entièrement privée. Elle n'est pas inscrite au portefeuille familial. J'ai cligné des yeux. Je n'en savais rien. Il ne voulait pas que tu le fasses, continua Banton en ouvrant le dossier et en le tournant vers moi. Il y a un peu plus de 650 000 $ là-dedans, géré avec prudence, resté intact depuis qu'il l'a créé. Mon nom est clairement imprimé en haut, pas de cotitulaire, pas de successeur. Il l'appelait le fonds de secours. Si jamais il lui arrivait quelque chose et que tu te sentais sous pression ou exclu, tu te débrouillerais tout seul. J'avais les mains froides. Je n'en avais aucune idée. Il hocha la tête. C'était le but. Il ne voulait pas que quiconque te convainque de t'en séparer avant d'être prêtre, pas même lui. Je me suis rassis. Pourquoi penserait-il que j'aurais besoin de protection? Monsieur Banton m'a regardé attentivement, puis a sorti un autre papier. À cause de ça, dit-il. C'était un bref résumé, un historique des demandes financières des 10 dernières années. 3 d'entre elles me revinrent immédiatement à l'esprit, tout émanant de Michael. La première fois, c'était en 2014, expliqua Banton. Il voulait ouvrir une entreprise de rénovation. Randall lui a offert 25 000 $. Cela ne m'a pas surpris, je me souvenais que Randall en avait parlé il y a des années. Michael avait même envoyé une carte de remerciement et des fleurs. Puis en 2016, a poursuivi Banton, il a redemandé, cette fois 75 000 $. Randall a refusé. J'ai haussé les sourcils. Michael ne m'a jamais dit ça. Encore en 2019, dit-il en sortant un autre journal. Même demande, nouvelle version, le rêve de Whitney de revendre des maisons. Randall a encore refusé. Ont-ils jamais entendu parler de cette fiducie, ai-je demandé. Non, répondit Banton, mais ils ont insisté l'année dernière, ils ont appelé souvent, envoyé des courriels. Randall m'en a montré quelques-uns. Il m'en a tendu des exemplaires. Je les ai lus lentement. L'un disait, on veut juste que maman soit bien prise en charge, mais on a besoin de plus de contrôle si on veut t'aider à gérer les choses. Un autre disait, on ne peut pas faire de planification à long terme si tout est encore lié au nom de maman. C'était là, caché derrière l'inquiétude polie en apparence, mais chaque ligne demandait la même chose, le pouvoir. Monsieur Banton, laissez-moi lire en silence. Quand j'ai eu fini, il a dit, il y a autre chose. Il a pris un autre document. Il date de 2018. Une banque l'a signalé. C'était une copie d'un chèque. Il portait ma signature, ou quelque chose qui y ressemblait. Il s'agissait d'un retrait de 15 000 $. Il a dit, tiré de votre compte joint. Prévu pour les mises à jour de la maison. Votre signature était proche, mais pas exacte. Randall l'a remarqué. Il l'a fait examiner. J'ai regardé de plus près. C'était mon nom. D'accord, mais pas ma main. Je n'ai jamais écrit ça. Je sais. Randall a gardé le silence, car il ne voulait accuser personne sans preuve. Mais après quelques recherches, il a trouvé la piste. Le chèque avait été remis à un entrepreneur du Tennessee pour un bien locatif que Whitney gérait. J'en ai eu la bouche sèche. Ils ont falsifié mon nom.
Monsieur Banton hocha la tête. Randall les confronta discrètement. Whitney nia. Michael dit que c'était sûrement une erreur. Mais Randall m'expliqua qu'après ce jour-là, il avait commencé à séparer davantage de biens. Je ne savais pas quoi dire. Je suis désolé que vous appreniez tout ça comme ça, dit-il doucement. Mais votre mari voulait que vous sachiez tout. Il a vu clair, et ils attendaient que mon nom disparaisse. J'ai murmuré. Il a hoché la tête. Randall le croyait. Ses mots exacts étaient, il ne planifie pas son avenir. Il planifie en fonction. Je suis resté assis un moment, le dossier sur mes genoux. Tout prenait tout son sens maintenant, les visites précipitées, la façon dont Whitney posait toujours des questions sur les papiers, la façon dont Michael esquivait l'argent, ne me le demandant jamais directement mais le ramenant toujours sur le tapis. Monsieur Banton se pencha en avant. Le dépôt est à vous, Madame Clark. Personne d'autre ne peut y toucher. Et ce n'est pas fini. Randall a organisé un virement depuis un petit compte qu'il gérait dans le cadre d'une SARL. Il a laissé des instructions pour le transférer si jamais cette réunion avait lieu. Je l'ai regardé. Combien? Encore 82 000 $, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Il ne me l'a jamais dit. Non, dit-il, mais je ne le voulais pas. Je voulais que tu te sentes en sécurité sans avoir à le demander. Il s'agissait de te donner des options. J'ai senti ma gorge se serrer. Il s'est levé et m'a tendu le dossier. Tout ce dont tu as besoin est là. Je t'aiderai avec les papiers. Quand tu seras prêt, rien ne presse. En quittant son bureau, le froid m'a frappé de plein fouet. Je suis resté dehors un moment, respirant l'air hivernal. Ma vie venait de basculer à nouveau. Randall était parti depuis presque un an, mais il était toujours là, discret, toujours à mes côtés, toujours avec une longueur d'avance. Et maintenant, je voyais ce qu'il voyait. Je n'étais pas folle de me sentir exclu. Je ne me faisais pas d'illusions. Ils avaient des projets qui ne m'incluaient pas, mais maintenant, j'en avais un à moi. Si votre propre enfant essayait un jour de vous effacer de votre avenir, ne voudriez-vous pas que quelqu'un s'en soucie? Abonnez-vous si vous pensez que les mères méritent mieux. Et si vous pensez que j'exagère, dites-le moi dans les commentaires. Allez-y, je veux l'entendre. Je suis rentré du bureau de Monsieur Banton juste avant le coucher du soleil. Le ciel était d'un gris terne et tout semblait calme, un de ces jours froids où l'air vous mord les joues avant même d'avoir franchi la porte. Je me suis garé dans l'allée et j'ai récupéré mon sac sur le siège. À peine arrivé sur le porche, j'ai remarqué une voiture familière garée de l'autre côté de la rue, celle de Michael. Je suis resté là un instant, à l'observer. Moteur tournant, phares allumés, et Whitney, assise sur le siège passager, fixait son téléphone comme si elle n'avait même pas remarqué mon arrivée. Je montai les marches, tournai la clé et pénétrai dans la chaleur de ma maison. Avant même d'avoir pu retirer mon manteau, j'entendis des pas derrière moi. Maman. Je me suis retourné. Michael était sur le porche. Il ne souriait pas. Il avait juste les mains dans les poches de sa veste, comme s'il s'efforçait de rester calme. Il faut qu'on parle. J'ai hoché la tête et tenu la porte ouverte, mais juste assez. Il n'est pas entré. Je sais que Noël a été gâché. Il a commencé. C'était une erreur. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Il a remué sur ses pieds. Whitney pensait que ce serait plus simple de passer l'année chez sa mère. On était occupé, et on ne voulait blesser personne. Il se frotta le cou, comme si les mots le démangeaient. Tu aurais pu appeler. Je sais. J'aurais dû. C'est ma faute. Un autre silence. J'entendais toujours la voiture rouler derrière lui. Whitney n'était pas sorti. Michael baissa les yeux, puis les releva. En fait, je voulais te demander quelque chose. Voilà. À propos des affaires de papa, dit-il. Les vieux comptes. J'ai parcouru quelques dossiers qu'il a laissés au garage, et je me suis dit que si tu avais besoin d'aide pour trier quoi que ce soit ou des questions financières, peut-être de la paperasse, je pourrais t'aider. Je le fixais du regard. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Randall à cet instant précis, même ligne de front, mêmes yeux. Mais cette expression, ce ton, ce n'était pas Randall. C'était autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait penser que j'avais besoin d'aide, ai-je demandé. Il cligna des yeux. Eh bien, tu es resté silencieux, et nous étions inquiets.
Je m'appuyais contre l'encadrement de la porte. Tu n'as pas appelé depuis 3 semaines. Je sais, mais la situation a été mouvementée. Whitney essaie de relancer l'entreprise. Et nous envisageons de refinancer la maison. Tu veux dire la maison de location dans le Tennessee? Il s'est figé. Je l'ai vu le frapper. Il ne s'attendait pas à ce que je le sache. Comment as-tu? Ne t'inquiète pas de savoir comment, dis-je. Réponds-moi juste une chose. Il m'a regardé, attendant. Saviez-vous qu'elle a imité mon nom sur ce chèque? Il détourna le regard. C'était une réponse suffisante. Je laissai cette question en suspens un instant, puis reculai et ouvris la porte plus grand, non pas pour l'inviter à entrer, mais pour clarifier mes paroles. Tu ne prenais pas de mes nouvelles, ai-je dit. Tu vérifiais ce que j'avais. Maman, non, ne m'interromps pas. Il ferma la bouche. Je suis au courant pour la fiducie. Je suis au courant des comptes que papa a transférés. Je suis au courant des demandes que tu as faites, celles qu'il a refusées. Il ressemblait à un garçon pris la main dans le sac. Sauf que cette fois, ce n'était pas des biscuits. C'était mon avenir. Tu crois que je ne sais pas quand quelqu'un fait le gentil juste pour voir ce qu'il peut obtenir? Il s'avança. Ce n'est pas comme ça. On essayait juste de s'assurer que la situation soit gérable. Pour qui? Pour toi. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, et tu as pensé que c'était le bon moment pour prendre le relais. Il ne répondit pas. Je regardais derrière lui vers la voiture. Whitney n'avait toujours pas bougé. Elle ne vient pas, ai-je demandé. Il secoua la tête. Elle a pensé que ce serait mieux si je te parlais seul à seul. Elle a sûrement peur que tu en dises trop. Maman, tu réfléchis trop. Non, je pense enfin clairement. Il changea de position à nouveau. Je n'ai pas besoin d'aide pour gérer quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il me faut. Randall s'en est assuré. Sa mâchoire se serra. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien, dit-il, plus doucement maintenant. J'ai hoché la tête. C'est le cas, pour la première fois depuis longtemps. Il resta là, ne sachant que dire. Le froid commençait à s'infiltrer dans l'embrasure de la porte. Rentre chez toi, Michael, dis-je. Dis bonjour à Whitney. Il ouvrit la bouche comme s'il voulait riposter, mais il se ravisa. Sans un mot de plus, il se retourna et retourna à la voiture. Je le regardais monter, et Whitney se penchait pour dire quelque chose. La voiture recula, s'arrêta au bout de l'allée, puis démarra. J'ai fermé la portière. Il faisait encore chaud dans la maison. Les vitres étaient légèrement embuées par le froid extérieur et la chaleur intérieure. J'en ai essuyé une avec ma manche et j'ai regardé la voiture disparaître dans la rue. Ils n'étaient pas venus pour réparer les choses. Ils étaient venus tâter le terrain pour voir ce que je savais, pour savoir à quoi ils pouvaient encore avoir accès. Et maintenant, ils savaient que je n'allais rien leur donner. Je n'allais pas me rétracter ni m'excuser de ne pas être prête à oublier ce qu'ils avaient fait. Randall l'avait vu venir. Il ne m'avait pas laissé la ferme juste pour la paix et la tranquillité. Il l'avait laissé pour me rappeler qui j'étais. Et maintenant, je commençais à me souvenir. 2 matins plus tard, le téléphone a sonné. Il était un peu plus de 7 heures du matin, et j'avais à peine versé mon café. Pendant un instant, j'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai vu le nom défiler sur l'écran, Della Morgan. J'ai décroché aussitôt. Bonjour, Della, dis-je. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Hélène, as-tu entendu ce que Whitney prépare? Mon cœur a fait un bond. De quoi parles-tu? Elle dit aux gens, surtout à son camp, bien sûr que tu n'es pas en bonne santé et que tu pourrais avoir besoin d'une intervention juridique. Une de mes cousines l'a appris par sa belle-sœur. Elle n'était pas ma belle-fille, et ce n'était pas mon voile. Mais l'espace d'un instant, je me suis permis de faire semblant. Dans un autre monde, peut-être l'avais-je aidé à le choisir. Peut-être m'étais-je assise sur une chaise dans cette même boutique, les mains jointes sur mes genoux, retenant mes larmes tandis qu'elle se tournait vers le miroir. Peut-être avait-elle tendu la main vers moi. Peut-être avait-elle dit « merci de l'avoir élevée ». Mais on ne vit pas dans le mois de mai, on vit dans le jour d'après. Et ce jour-là, j'ai continué mon chemin. Un banc sous un arbre m'a appelé et je me suis assis. Des oiseaux volaient entre les branches au-dessus de ma tête. Une petite fille courait avec un ballon à l'hélium, son grand-père la suivant.
Il m'a souri ou le genre de sourire que les personnes âgées partagent sans avoir besoin de nom. Je te vois, discret. Je l'ai vu aussi. Le vent s'est levé un peu, emportant l'odeur du pain de la boulangerie. Mon estomac gargouillait, rattrapant enfin ma liberté. Je me suis levé, j'ai épousseté mon manteau et je suis retourné vers la ville. Je me suis arrêté dans cette boulangerie et j'ai acheté un roulé à la cannelle. J'ai dit à la vendeuse derrière le comptoir, assurez-vous qu'il y ait trop de glaçage. Elle a ri. De retour sur la place, je me suis rassis et j'ai mangé lentement, découpant des parts et regardant le monde défiler. Personne ne me connaissait ici. Personne ne s'attendait à rien. Et pourtant, pour la première fois depuis des jours ou peut-être des années où je me sentais plus vu qu'à n'importe quelle réunion de famille. Le cabinet d'avocat était silencieux, niché au-dessus d'une agence immobilière, dans un immeuble de 2 étages aux boiseries vertes et à la peinture écaillée. Pas de réception, juste une plaque en laiton sur la porte, Chambers & Reed, avocat ou le genre d'endroit où l'on ne lésine pas sur l'apparence, et j'appréciais ça. Anne ouvrit elle-même la porte. Elle portait le même blazer bleu marine, la même expression posée. Elle m'offrit un siège et versa de l'eau dans un verre épais. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas là pour adoucir quoi que ce soit. J'ai examiné les documents que vous avez signés la dernière fois, dit-elle en posant une pile de papiers bien rangés devant moi. Nous avons retiré votre fils de la liste des bénéficiaires et ajouté votre petite-fille comme seule bénéficiaire de la fiducie entre vif et de la succession. J'ai hoché la tête. Bien. Souhaitez-vous inclure une lettre d'intention, a-t-elle demandé. Parfois, cela permet de clarifier les choix en cas de contestation. Personne ne le fera, dis-je. Il ne se battra pas pour quelque chose dont il ignorait que j'avais encore quelque chose. Elle haussa légèrement un sourcil, mais n'insista pas, d'accord. Nous avons également rédigé la fiducie irrévocable comme vous l'avez demandé. Les termes précisent l'accès à l'éducation, au logement et aux frais médicaux jusqu'à l'âge de 25 ans, après quoi Clara en aura le contrôle total. Parfait, ai-je dit. Elle est responsable, mais je veux qu'elle mérite le repos, pas qu'elle l'attende. Anne tapota le dossier, puis joignit les mains. Souhaitez-vous inclure une clause interdisant à James de contester ou de tenter d'accéder à la fiducie? Oui. Terminé. Le stylo dans ma main semblait plus lourd que dans mes souvenirs. Signer ces papiers n'était pas difficile. Ce n'était même pas triste. J'avais l'impression d'écrire un dernier chapitre à moitié terminé depuis des années. J'ai signé chaque ligne, mon nom ferme et sûr, Monsieur Whitney. Encore. Encore. Une fois terminé, Anne a rassemblé les papiers et les a scellés dans une enveloppe bleue. Voulez-vous que j'informe votre fils, demanda-t-elle. J'y ai réfléchi. Non. Laisse parler le silence. Elle glissa l'enveloppe dans un tiroir. Alors, c'est fini. En bas, le soleil avait changé de direction. La lumière de l'après-midi s'étendait sur le trottoir. Je suis resté là un instant, mon sac à la main, étrangement léger. Je n'avais pas simplement changé de nom sur un document, j'avais réécrit l'héritage de ma propre histoire. James s'en sortirait. Il l'avait toujours été. Sa femme avait l'argent de la famille. Il gérait les hypothèques et les dépenses. Peut-être qu'il serait en colère, peut-être pas. Mais je n'avais plus peur de ça. J'ai hélé un taxi. Le chauffeur m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. N'importe où en particulier? Retour à l'hôtel, dis-je. J'ai un roulé à la cannelle qui m'attend. Il a ri. Et pour une fois, moi aussi. Je ne voulais rien lui écrire. C'était la vérité. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans le silence, laisser l'absence faire son œuvre, laisser les questions sans réponse flotter dans l'air comme une fumée qui ne se dissipe jamais. Mais le silence, j'ai appris, peut aussi être synonyme de lâcheté. Et je n'avais plus peur de James au plus maintenant. Alors, ce soir-là, après que le soleil eut disparu derrière la rangée de boutiques de l'autre côté de la rue, je me suis assis au petit bureau de ma chambre d'hôtel, j'ai sorti le papier à lettres de l'hôtel, couleur crème avec un léger liseré bleu, et j'ai décapsulé un stylo noir. Ni un SMS, ni un courriel, mais de l'encre sur du papier. J'ai commencé par son nom. Jacques. Je suis arrivé jeudi comme prévu. J'avais apporté le voile, le cadeau et la robe que vous ne verrez jamais. Je me suis assise à la porte 14 avec une valise pleine d'histoire et d'espoir, et j'ai reçu votre message juste avant la récupération des bagages, 5 mots, en fait, c'est juste sa famille. J'ai attendu.
Je pensais que c'était peut-être une erreur, que tu enchaînerais avec un autre, je suis désolé, on trouvera une solution, s'il vous plaît, venez quand même. Mais rien ne vint. Alors j'ai fait mon propre plan. J'ai dormi à l'hôtel. J'ai parcouru la ville à pied. J'ai observé des inconnus se montrer gentils les uns envers les autres. J'ai mangé un roulé à la cannelle, seul sur un banc, et je me suis senti plus digne que jamais depuis des années. J'ai pensé à ce que signifie être mère. J'ai pensé à ce que je t'ai donné, mon temps, mon corps, mon argent, mes histoires. Je me suis souvenu d'avoir veillé toute la nuit avec toi pendant les fièvres, d'avoir préparé des gâteaux d'anniversaire en forme de dinosaures, d'avoir conduit au concours d'orthographe, au match de foot et au cours de piano. Tu n'as jamais été sans amour. Tu n'as jamais été sans soutien. Et pourtant, quelque part, en chemin, tu as décidé que je ne correspondais plus à l'image que tu souhaitais ou que j'étais trop quelconque, trop petite, trop proche de tes origines et pas assez de la ville où tu allais. Je ne te reproche pas ta réussite. Je voulais que tu aies tout, mais je n'aurais jamais imaginé qu'en t'offrant cette liberté, je perdrais complètement ma place dans ta vie. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi qui as choisi. Tu as choisi de ne pas inviter ta mère à ton mariage, non pas par cruauté, peut-être, mais par gêne. Tu n'as pas voulu m'expliquer. Tu n'as pas voulu m'intégrer à ta vie organisée. Alors je ne serai pas intégré. Au lieu de ça, j'ai annulé tous les virements futurs et supprimé ton accès à mes comptes. J'ai réécrit mon testament. Clara est désormais l'unique bénéficiaire de ma succession, non pas pour te punir, mais parce qu'elle n'a jamais fait comme si je n'existais pas. Elle m'a rencontré dans un café et m'a demandé ce qui s'était passé. Elle m'a écouté. Elle est restée. Elle s'en souciait. Tu étais ce garçon. Peut-être qu'un jour, tu voudras le retrouver. Si tu le fais, je ne claquerai pas la porte. Mais je ne resterai pas non plus sur le seuil, tenant un plateau de pardon pour quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Ton absence à ton propre mariage n'était peut-être pas comme une chaise laissée vide, mais c'était la mienne. Et maintenant que je l'ai remplie de moi-même, de ma propre voix, je ne la rends pas. Je vous souhaite la paix. Et l'honnêteté, celle qui commence quand vous vous regardez dans le miroir et vous demandez, que ai-je choisi? L'amour, parce que je n'ai jamais arrêté. Maman. Je l'ai lu 2 fois avant de le plier. Sans colère. Sans artifice, juste la vérité, pesante et claire. Je l'ai glissé dans une enveloppe, j'ai écrit son nom dessus et je l'ai laissé sur le coin du bureau. Pas pour l'envoyer, pas encore, mais il existait désormais, comme une pierre posée délicatement sur une tombe, non pas pour marquer un décès, mais pour dire « je suis venu ». Je me suis souvenu. Et maintenant, je peux continuer à marcher. Le matin du mariage s'est levé comme tous les autres, ensoleillé, propre, avec une brise caressant doucement les palmiers devant ma fenêtre. Pas de fanfare, pas de courbature au juste le matin. Je n'avais pas d'invitation, pas de place parmi les rangées de chaises blanches, mais je connaissais l'heure, je connaissais le lieu. Clara l'avait mentionné une fois sans se rendre compte de ce qu'elle trahissait. Je n'ai donc pas revêtu la robe bleu marine que j'avais apportée pour la cérémonie, mais un chemisier gris clair et un pantalon confortable, propre, idéal pour s'asseoir dans un jardin, à regarder la vie s'écouler sans avoir besoin d'y participer. J'ai pris un taxi. Le lieu était une propriété privée sur une colline, le genre d'endroit qui se photographie bien, allée de pierre, esarquée, rose pâle à la floraison trop parfaite pour être vraie. Les grilles étaient ouvertes, les invités filtraient au tout en pastel, lin et rire. Je ne suis pas entré. Il y avait un banc de l'autre côté de la rue, à l'ombre d'un vieux jacaranda. Je me suis assise là, voile dans mon sac, mains jointes, silencieuse sans me cacher, juste en train d'observer. Un homme gara une voiturette de golf près de l'entrée. 2 femmes, vêtues de robes de soie assorties, se coiffaient mutuellement. Un jeune couple posait pour un selfie sous l'arche recouverte de lierre. J'entendais au loin le murmure d'une musique qui s'installait au décor douce et agréable. Je les regardais arriver, chacune inconsciente de la femme d'en face qui avait payé plusieurs de leurs flûtes de champagne. J'ai vu James aussi. Il est sorti d'une voiture noire, grand et élégant, riant d'une remarque du témoin. Son smoking lui allait à ravir, ses cheveux coiffés comme je le faisais quand il avait 5 ans. Il ne regardait pas vers la rue. Il ne se retournait pas, comme si le monde derrière lui n'avait jamais existé. Je n'étais pas en colère. Je pensais que je l'étais peut-être, que le voir dans son ultime acte d'exclusion pourrait briser quelque chose en moi. Mais je ne ressentais que de la distance, celle qui ne fait plus mal.
Je me suis alors levé, lissant discrètement ma chemise et époussetant quelques pétales sur mes genoux. La cérémonie a duré 22 minutes, je le sais parce que j'ai compté. Des oiseaux allaient et venaient. Un chien aboyait au loin. Quelqu'un a renversé du vin blanc sur ses chaussures. Puis les applaudissements ont retenti fort et joyeux. Les gens ont regagné l'allée. La musique a repris. Les appareils photo ont cliqué. James a posé avec sa belle famille, avec des amis, avec l'officiant. Plus jamais avec moi. Je me sentais détaché. Il y a quelque chose de puissant à voir un moment dont on a été exclu et à réaliser qu'on y a survécu. De là est déjà dans la cuisine, tapant sur les casseroles comme si elle était chez elle. Et franchement, ça ne me dérange pas du tout. Je me sers mon café et m'assois à table pendant qu'elle remue son glaçage aux noix de pécan. Tu as vraiment tout donné, Hélène, dit-elle en regardant les 2 tartes refroidir sur le rebord de la fenêtre. Juste assez, dis-je en souriant. Ils mangeront chaque miette. Parce que cette année, j'ai invité des gens qui sont vraiment venus. J'ai envoyé les invitations en novembre, rien de spécial, juste quelques petites cartes achetées au magasin à $1. J'en ai donné quelques-unes aux femmes du club de quilting du centre pour personnes âgées. D'autres sont allées au jeune homme qui dirige le programme artistique de l'église. Il invite les enfants du quartier une fois par semaine pour des cours de peinture et de dessin. Certains n'ont pas grand-chose, mais ils savent vraiment comment animer une pièce. Quand je leur ai dit que j'organisais le dîner, ils n'ont pas hésité. On sera là, ont-ils dit, et ils étaient sérieux. À 15 heures précises, la sonnette retentit, puis encore, et encore. Des voix emplissent la maison. Des manteaux sont suspendus. Des chapeaux sont jetés dans le panier près de l'escalier. Un petit garçon nommé Isaiah court droit au salon, désignant l'arbre du doigt. « Tu as de vrais bâtons de sucre d'orge » crie-t-il. Je ris. C'est la seule façon de faire. En moins d'une demi-heure, ma maison bourdonne d'impatience. Toutes les chaises sont occupées. La table est bruyante, lumineuse et pleine de nourriture. De là s'affaire autour de la sauce. Gloria, du club de quilting, raconte une histoire sur son amour de lycée. Quelqu'un met un tourne-disque, et Bing Crosby fredonne en fond sonore. Ce n'est pas parfait. Quelqu'un renverse du jus sur la nappe. Le jambon est un peu trop cuit, et un des adolescents renverse accidentellement un vase dans le couloir. Mais je ne me suis jamais senti aussi rassasié. Le sapin dans le coin est plus petit que celui de l'année dernière, mais il scintille de décorations faites main par les enfants, des petits bonhommes de neige en coton, des étoiles en papier colorié au crayon. Pas du commerce, des vrais. Et puis il y a la carte. Elle est arrivée 3 jours avant Noël sans adresse de retour, juste une petite enveloppe couleur crème avec mon nom écrit de la main de Michael. Joyeux Noël, maman. J'espère que vous allez bien. Michael et Whitney. Aucune excuse. Aucune mention de l'année dernière. Aucun coup de fil. Aucune invitation. Juste une carte. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je l'ai juste rangé dans un tiroir. Parce que cette année, ce n'était pas pour eux. Cette année, c'était pour construire quelque chose de nouveau. L'année dernière, j'ai attendu. J'ai cuisiné. J'ai mis la table pour des gens qui n'avaient jamais prévu de venir. Cette année, j'ai arrêté d'attendre, et ça a tout changé. Après le dîner, certains enfants sortent jouer avec les nouvelles craies de trottoir que nous avons distribuées en cadeau. Les adultes sirotent un café et grignotent les restes de tarte. Quelqu'un commence à chanter « Douce nuit ». Je sors discrètement sur le porche avec un verre de vin rouge. Le ciel est parsemé de roses tendres et d'or. L'air froid me pique les joues, mais ça ne me dérange pas. C'est réel. C'est pur. Ça me rappelle que je suis en vie. Derrière moi, de la rit bruyamment. Sa voix résonne à travers la fenêtre ouverte, et je l'entends crier « Tu ferais mieux de ne pas te faufiler un autre petit pain, Isaiah. » Je souris. La lumière du porche vacille, projetant une douce lueur sur les marches. Je m'assieds dans le vieux fauteuil à bascule de Randall et serre la couverture autour de mes épaules. Je pense à lui, il aurait adoré ça. Pas seulement la nourriture ou la musique, mais l'atmosphère de la maison, vivante, ouverte, sincère. Il disait toujours, on n'a pas besoin de sang pour fonder une famille. Il faut du cœur. Il s'avère qu'il avait raison. Et peut-être qu'il m'a fallu une année de chagrin, de silence et d'affrontement de vérité que je ne voulais pas voir,
mais j'ai finalement cessé d'espérer que les gens que j'aimais deviendraient des gens qui m'aimaient en retour comme il se doit. J'ai commencé à aimer ceux qui savaient déjà comment faire. Je regarde par la fenêtre. La table est à nouveau pleine des visages différents, des noms différents, mais elle est pleine. Et puis, ça me frappe, c'est le dîner qui comptait. Pas celui que j'attendais l'année dernière. Pas celui qui m'a laissé avec une assiette froide et un téléphone silencieux. Celui-ci à cette table, c'est Jean. Je sirote mon vin et m'adosse à mon fauteuil, écoutant les bruits de la vie qui s'échappent de ma maison. Voyez-vous, l'année dernière, j'ai invité mon fils et sa femme à dîner de Noël. Ils ont choisi une autre table. Alors, j'en ai construit une nouvelle. Et maintenant, c'est à cette table que je dois être. Qu'ils envoient des cartes. Qu'ils murmurent, planifient et observent de loin. Je ne suis plus en colère. Je ne suis plus amer. Je suis juste rassasié. Alors, laissez-moi vous demander, à vous qui écoutez, à vous qui avez suivi cette histoire, si vous étiez à ma place, est-ce que vous mettriez encore la table pour des gens qui n'ont jamais prévu de venir? Vous avez entendu ma question. Maintenant, répondez Y avec votre souris, cliquez sur « S'abonner » si vous avez déjà dû vous reconstruire après un chagrin d'amour. Si vous ne voulez pas vous abonner, tant mieux, mais ne faites pas défiler la page. Faites défiler la page et dites-nous pourquoi. Dites-le dans les commentaires. Je veux comprendre.